Bonjour, notre promenade aujourd'hui est à Tourrettes-sur-Loup, au domaine des Courmettes. C'est une réserve naturelle volontaire, comme un balcon au-dessus de la Côte d'Azur et avant les Alpes, dans ce moyen pays nouvellement baptisé Alpes d'Azur. En fait, c'est toute la zone montagne des Alpes-Maritimes. Et pour nous faire découvrir aujourd'hui ce domaine privilégié que nous sommes, et vous comprendrez pourquoi je dis privilégié, le garde technicien de ce domaine, c'est Christian Caddy. Christian, comment vous êtes arrivé ici, sur ce domaine des Courmettes? Il y a 5 ans, j'ai répondu en 93 à une annonce à la NPE qui cherchait un garde pour un espace naturel protégé et qui n'avait de protection que le nom sur l'annonce. Et en fait, quel est encore aujourd'hui votre rôle? À l'époque, mon rôle était d'éviter les débordements humains excessifs sur ce site. À l'heure actuelle, j'ai à résoudre beaucoup de problèmes, de situations qui sont inhérentes à ce site de 600 hectares. C'est-à-dire en fait une gestion et de la flore et de la faune et des visiteurs aussi. Tout à fait, tout à fait. Vous êtes nombreux sur ce territoire à travailler? Pour ce qui concerne la partie gestion réserve, nous sommes 2. Et bien voilà, c'est la vie de ces 2 personnages, par l'intermédiaire de Christian, que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui dans Midi Méditerranée. Ce qui est étonnant et fantastique tout de même sur ce domaine des Courmettes, Christian, c'est qu'après quelques pas sur un chemin caillouteux, on se retrouve devant un tel paysage de mare. Oui, effectivement, l'intérêt de ce site, c'est d'abriter des milieux aussi différents les uns que les autres, ainsi que ces mares temporaires qui sont un habitat favorable aux insectes d'eau douce. Et c'est en ça qu'elles sont intéressantes, hein, c'est que viennent là des insectes, des oiseaux peut-être aussi? Affirmatif. Alors, ce domaine-là, on a dit que c'était une réserve naturelle volontaire. Ça veut dire quoi? Réserve naturelle volontaire, c'est un agrément qui est donné par la préfecture d'une durée de 6 ans. Mais qui en a fait la demande et pourquoi? En fait, il y a eu des inventaires qui ont été faits en 91 par le CEP, donc le Conservatoire d'études d'écosystèmes de Provence, qui nous ont invités pour la gestion de ce site à s'orienter vers une réserve naturelle volontaire. Volontaire, donc comprenez propriété privée, voilà, donc initiative privée. J'allais dire, quand vous dites « on », c'est qui? On, c'est l'association Les Courmettes qui a la responsabilité de la gestion de ce site. Et qui est propriétaire du site? La propriété de ce site est tenue par l'association Amiral de Coligny qui a légué la gestion à l'association Les Courmettes. Alors on verra tout à l'heure comment ça fonctionne tout ça, mais est-ce qu'il y a des hommes ici qui vivent sur ce territoire ou pas? Oui, tout à fait. Il y a une équipe de bergers qui gère plus de 500 brebis, un chevrier aussi avec plus de 70 chèvres qui vivent sur le site. Et qui peuvent utiliser ce site? Complètement. En reconnaissant bien qu'ils ont un rôle particulier, rôle qu'ils sont prêts à accepter, les brebis aussi, la preuve, elles sont devant la caméra. Parler du rapport entre pastoralisme et environnement fait parfois froncer les sourcils de la profession agricole. Pour certains, mettre en avant le fait que les troupeaux entretiennent le paysage et qu'il faut prendre en compte autant la rentabilité économique de la viande ou du lait que l'impact au niveau de l'environnement, c'est accepter le fait que ce qui permettait à la profession de vivre hier ne suffit plus et qu'il faut envisager que le berger soit aussi un jardinier, rétribué comme un fonctionnaire de l'environnement. Pour d'autres, cette évolution correspond à une approche plus globale de l'activité. On s'est rendu compte qu'avec la déprise agricole, plus les milieux se fermaient, plus ils s'embroussaillaient, ils s'enrésinaient en montagne, plus on perdait en flore et en faune des plantes, des animaux rares, etc. Donc il était intéressant de réouvrir des milieux. CERPAM, ça signifie Centre d'études et réalisations pastorales Alpes-Méditerranée. C'est une association loi 1901 qui a été créée par la profession agricole en 1977, donc ça fait quand même quelques années. Et c'est une association qui regroupe 9 personnes aujourd'hui. Et donc on a un ingénieur dans chaque département de la région PACA, puisque ça a un champ d'action sur toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il y a aussi une autre préoccupation au CERPAM qui est de revaloriser le métier de berger et donner au berger des conditions favorables pour bien exercer son métier. Donc on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est équipement, notamment en alpage, où il faut pour que le berger puisse travailler en bonnes conditions, qu'il ait des cabanes dignes de ce nom, c'est-à-dire une cabane où il puisse vivre même parfois avec sa famille. Donc ça c'est une des actions, mais aussi il y a une action envers des bergers salariés pour que les bergers salariés puissent être payés dans des actions très favorables. Donc ça c'est un petit peu les aspects sociaux qu'on traite. Et après sur les aspects environnementaux, c'est vrai qu'on travaille énormément sur donc, la gestion des espaces naturels. Donc dans les endroits où ça s'y prête bien, faire entretenir l'espace par les animaux, par un troupeau qui va pâturer. Le pastoralisme, en fait, c'est traiter l'élevage et le territoire en même temps. Donc il faut aussi, en même temps qu'on va essayer d'avoir une approche sur les territoires pour préserver l'environnement, essayer de faire en sorte que l'élevage soit rentable sur ce territoire pour que l'éleveur puisse vivre décemment de son métier. Donc, c'est-à-dire que parfois on va faire une évaluation pastorale d'un site, savoir ce que vaut un petit peu l'herbe sur place ou les parcours, savoir combien de temps il peut y tenir avec son troupeau, combien de jours les brebis pourront y pâturer et donc quelle valeur alimentaire ça va apporter aux brebis. Donc ça, on pense ça dans un esprit de rentabilité du troupeau. Donc les deux sont tout à fait indissociables de toute façon. Il faudra néanmoins certains changements de mentalité si on va de plus en plus vers des aspects contractualisation. C'est-à-dire que par exemple, pour préserver l'environnement, les éleveurs peuvent avoir recours à la mise en place de contrats, notamment ce qu'on appelait autrefois les mesures agri-environnementales. Un éleveur peut être, pas, on va dire, payé, mais en fait, il est, voilà, mais c'est pas vraiment subventionné parce que malgré tout, il y a quand même toujours un travail qui est fait derrière pour préserver certaines zones. C'est notamment le cas de la protection du tétralyre dans le Mélésin. Il est sûr que le berger a une fonction d'entretien de l'espace, mais bon, il y a aussi une fonction de production qui n'est pas à négliger. Puis moi, enfin, je pense que c'est pas un mal de garder des gens pour entretenir l'espace, surtout des grands espaces comme ça, et dans des régions où le terrain est assez accidenté et difficile à entretenir. On participe à la lutte contre l'incendie, à la préservation de certaines espèces végétales, puisque le pâturage favorise un peu la diversité des espèces. Donc pour moi, ça ne me dérange pas. Il y a des échanges mondiaux qui se font et nous, on est un peu tributaires de tout ce qui se fait ailleurs. On ne peut pas gérer ça comme on voudrait. C'est sûr qu'on n'a pas toujours la satisfaction au niveau du prix de vente de nos produits qu'on pourrait avoir. Je pense que ça a déjà pris en partie le dessus, l'argument environnemental. Donc il faut s'y adapter. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de dévalorisant pour l'éleveur. Et c'est quand même un métier qui est passionnant, même s'il n'est pas toujours gratifiant au niveau du revenu. Et ça ne me donne pas envie d'arrêter, même avec cette nouvelle donne qui se met en place. Alors il y a une véritable prise de conscience de la part des bergers. Est-ce que vous avez besoin de... Mais tout à fait, parce qu'en fait, les bergers nous aident à entretenir ce que nous appelons des milieux ouverts et qui sont des habitats types de fleurs particulières, d'insectes particuliers qui prospèrent dans ce type de milieu. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des gens qui travaillent donc, sur ce lieu, on l'a bien vu, ce sont ces bergers-là, on verra un chevrier tout à l'heure. Ils ont quel statut sur cette réserve? C'est un statut locatif puisque nous leur louons des parcelles afin pour nous de nous permettre déjà une garantie de pare-feu dans un premier temps et le maintien de cette diversité dont je parlais tout à l'heure. Et la gestion donc de la faune, de la flore, est-ce que vous intervenez sur tous ces arbres ou alors est-ce que vous laissez faire? Nous faisons des choix qui restent humains. Il y a des parcelles que nous laissons faire et d'autres que nous estimons devoir intervenir en termes de protection pour l'incendie ou ce genre de choses. Et pour la faune, parce que si on laisse trop venir les animaux, à un moment donné, il y en a trop. Tout à fait. Donc il nous arrive de réguler, par exemple, les sangliers. Il n'y a qu'à voir les trous qu'on voit partout sur la réserve, ils sont bien là. Donc les sangliers créent un impact défavorable au reste de la chaîne alimentaire. Et donc nous régulons le sanglier par l'intermédiaire des chasseurs avec qui nous travaillons depuis maintenant de nombreuses années étroitement. Est-ce qu'on est conscient que tout de même laisser aller la forêt toute seule, il peut peut-être y avoir un risque de
de retour à la forêt primitive et peut-être à la disparition? Je ne sais pas si on sera là pour le voir, mais notre gros souci à nous, c'est d'éviter la banalisation des milieux, et donc ce qui est entre la forêt et le pâturage. De façon à laisser pour ceux qui arriveront des exemples. Voilà, c'est tout notre démarche, c'est cette redescente à la collectivité de par cette valeur patrimoniale. À condition de surveiller les chèvres du chevrier qui, lui aussi, a accepté de s'installer ici. Ça fait 16 ans que je suis ici, sur la ferme du Courmette, donc je me suis installé quand même très jeune. C'était une volonté personnelle de pouvoir m'épanouir le plus tôt possible. Et donc on a démarré avec Didier en association avec des brebis, puis on a pris après le troupeau de chèvres. Et donc depuis le début de l'année, on a dissous le GAEC pour retrouver un petit peu chacun un peu plus de liberté, pour je pense terminer un peu chacun de nos projets personnels. Et donc moi j'ai repris l'atelier chèvres et Didier a repris l'atelier brebis. L'installation en montagne c'était un mode de vie, c'était de la recherche d'un mode de vie. Un équilibre, c'est physiologique déjà, c'est se sentir bien dans sa peau, sur ses jambes, dans la nature, avec la nature, par la nature. Pour moi ce qui compte, d'une part il y a le produit, fournir un produit de qualité que les gens apprécient, c'est une chose. Il y a aussi montrer le métier, fournir aux gens d'autres repères que ceux qu'ils ont ailleurs, surtout aux enfants, qu'on montrer un petit peu qu'il y a d'autres modes de vie que ceux qui connaissent, qui voient à la média, à la télévision. Il y a aussi la relation avec l'animal qui est importante pour moi. Il y a la relation avec l'environnement, la nature. On va sur les foires également pour proposer les produits, pour rencontrer les gens. On essaie et puis, bon, pour moi, ça passe aussi par d'autres activités, la poésie entre autres. Il y a des jeunes qui ont envie de vivre en montagne, de s'installer. Maintenant, il faut qu'on puisse créer les conditions pour que ce soit possible. Il ne faut pas laisser se creuser l'écart qui est en train de s'installer entre, d'une part, une société urbaine où il y a des salariés. Maintenant, on parle des semaines de 32 heures. Ici, c'est surréaliste, quoi, en montagne, de parler de semaines de 32 heures. Donc il faut quand même ne pas aggraver les contraintes de nos métiers. Je pense, par exemple, aux normes sanitaires concernant les ateliers de transformation, entre autres les fromageries, où on nous impose encore des investissements supplémentaires, des contraintes au niveau du travail, qui font que ça devient de plus en plus lourd à gérer. Et c'est pas comme ça qu'on réussira à fixer ces jeunes qui ont envie de s'investir, quoi. Quoi qu'il en soit, Christian, même sans faire comme ces chèvres que l'on a vu courir partout, est-ce qu'on peut se promener dans cette réserve naturelle volontaire? Et bien sûr, à condition que cela se fasse dans le strict respect de la réglementation. C'est-à-dire ne pas s'écarter entre autres des chemins. Rester sur les chemins. Mais alors quand on voit des champignons partout, est-ce qu'on a le droit de les cueillir? Il y a effectivement des habitudes culturelles. Et donc, on est bien obligé de faire avec, hein. Mais attention tout de même de ne pas tout cueillir, fût-ce des plantes médicinales. Les plantes médicinales qui sont la spécialité de Christian Escriva, qui lui est producteur, mais qui anime ici des stages. Alors stage de quoi? Stage de cueillette? Il s'agit de stages plutôt d'initiation aux plantes médicinales et à la botanique, parce qu'il s'agit d'une zone qui présente une très grande diversité végétale, en raison justement du fait que c'est une zone en réserve naturelle volontaire. C'est-à-dire qu'on vient apprendre à les reconnaître et après à les utiliser. Oui, il y a une très grande diversité de plantes, caractéristique de cet étage, vers 800-900 mètres dans les Alpes-Maritimes, un étage où vous trouvez par exemple beaucoup de chênes pubescents, vous trouvez des chênes verts, des genévriers cades, et puis beaucoup de lamiacées. Bien sûr, hors de question de faire de la cueillette ici, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, le professionnel, de cela, du fait que l'on protège, que l'on ne cueille rien? Il est extrêmement intéressant d'avoir des zones où les plantes sont laissées telles quelles et où l'activité humaine est la plus mince possible. C'est-à-dire qu'on laisse faire. Voilà.
Dans une certaine mesure, les plantes sont laissées à elles-mêmes, mais l'homme, quand il intervient, essaye de le faire avec le plus de justesse possible. Encore des questions, bien sûr, cette connaissance des plantes que les brebis, les moutons, les chèvres ne se posent pas, même certaines. Jean-Pierre Belmont. M'aggrada le monde di pastre et di troupeux. Mais j'ai beau aimer le monde des bergers et des troupeaux, je n'ai pas envie qu'on me traite de moiti. Car un moiti, c'est un bélier qui n'a pas de cornes. On emploie aussi ce mot pour désigner un mouton écorné. En un mot, une moiti n'a pas la même croissance que les autres. Ainsi, un arbre moiti ne grandit pas en hauteur, mais se développe uniquement en épaisseur. Vous comprendrez donc que lorsqu'on traite quelqu'un de moiti, ou pire, de toti moiti, on ne lui fait pas particulièrement un compliment. Notre promenade aujourd'hui est sur le domaine des Courmettes, c'est à Tourette-sur-Loup, cette réserve naturelle volontaire guidée par son garde technicien, Christian Cali. Alors Christian, quand on arrive ici aux Courmettes, on voit ces bâtiments. Ils sont faits pour quoi? Ils servent à quoi? Alors ce sont des bâtiments qui sont gérés par l'association. Il y a une partie restauration, une partie chambre et dortoir pour les membres de l'association. Seulement pour les membres de l'association? Oui, c'est un impératif. Mais enfin, si on veut faire partie de l'association, c'est pas interdit. Tout à fait, au contraire, vous y êtes conviés. Ouais, il suffit de demander son adhésion et puis c'est bon. Tout à fait. Alors on peut y venir pour un jour, un week-end, une semaine? C'est libre, les séjours sont libres, il suffit simplement de cotiser à l'année. Mais on y vient pour après se débrouiller, aller marcher, puisqu'on sait maintenant qu'on peut le faire, marcher dans la réserve. Oui, il y a des balades qui peuvent être organisées, des visites guidées de la réserve naturelle qui peuvent être organisées. Il y a aussi des stages, des séminaires qui sont organisés aussi. Il y a un éventail de possibilités où chacun peut y trouver son compte. Bon, bien sûr, comme d'habitude, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche et pour les plus amples renseignements, c'est à ce numéro de téléphone qu'il faut les demander. Et puis, il y a aussi organisé sur le pré, là en bas, des concours de chiens bergers, dont voilà une répétition. Mambo à gauche. Mambo, viens à gauche, viens à gauche, viens à gauche. Mambo, viens à gauche, là. Mambo à droite. Mambo à gauche, à gauche. À gauche. Viens, non, viens à gauche. Là, stop, pas bouger. Mambo marche. Là. Mambo, pas bouger, pas bouger. On commence à le dresser à la voix, parce que bon, quand le chien est jeune, on travaille souvent assez proche. Et puis, plus le chien vieillit, plus on augmente les distances de travail. Et des fois, on peut l'envoyer jusqu'à 400-500 mètres. Donc, le sifflet, ça permet d'éviter de s'époumoner pour appeler le chien, pour l'arrêter. Et ça fait moins passer justement les émotions. Donc, le chien est beaucoup plus réceptif aux ordres, au sifflet. Le border collie, c'est un peu la Formule 1 du chien de berger, on dit souvent. C'est vraiment les chiens qui ont le plus d'instinct et qui ont gardé l'atavisme pour le troupeau. C'est quelque chose qui sert tous les jours, qui permet quand même d'économiser pas mal de pas et pas mal de monde, surtout quand on trie les animaux. Et donc, bon, ben c'est vraiment un compagnon de tout le temps quoi, pour le travail. Tous les ans, on organise un concours de chiens spécifique à la race de chiens que vous avez vu, donc des border collie, et qui est qualificatif pour la finale du championnat de France et qui réunit des concurrents de toutes les régions de France, des bergers de toutes les régions de France qui sont invités à participer.
Et dans le monde de Bretagne, finalement, il y a une recherche de perfection, si la perfection existe, Christian Cali, puisque ce bassin derrière nous, cet aménagement, il n'est pas là comme ça par hasard. Non, effectivement, nous avions eu l'idée d'avoir un point d'eau au milieu des bâtiments. Et notre souci était que ce point d'eau soit au mieux intégré dans ces bâtiments anciens. Donc, par chance, nous avons eu l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et un croquis de l'un des professeurs intervenants qui nous a permis de dessiner ce bassin et finalement de le réaliser. Avec là aussi un libre aller dans la végétation. Tout à fait. Alors, il y a tout de même une question qui me tarabuste depuis que nous voyageons ensemble ce matin sur cette réserve privée, réserve volontaire. Ça fait beaucoup de tracas, beaucoup de soucis. Ça doit rester privé ou alors un jour on va se dire bon allez on va donner à l'État et puis des institutions plus organisées vont s'occuper de tout ça. Depuis le début du siècle, l'association Les Courmettes a toujours œuvré pour l'humanité à son échelle à elle. Ça a été un sanatorium au début du siècle, c'est devenu le centre des éclaireuses de France pendant des décennies. Et maintenant, dans la même logique d'idée, notre redescente à la collectivité est cette réserve naturelle volontaire parce qu'effectivement c'est une propriété privée, mais pour le bien de tous et pour les générations qui nous suivent. En fait, avec tout de même dans ce paysage des secteurs qui sont préservés, interdits, qu'on ne désigne pas. Comment s'ouvrir au monde avec ces barrières-là? Il y a une évidence où on ne peut pas rester replié sur soi-même, on est obligé d'aller vers l'extérieur pour fonctionner avec les autres. On réussit avec les autres, mais pas contre les autres. Merci en tous les cas de nous avoir ouvert ces portes aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr, vous aussi, y venir l'un de ces prochains jours. Vous demanderez Christian, il se fera un plaisir aussi de vous accueillir ici. On continue le voyage avec les livres préparés par Éric de Horter. Et dans tous ces livres-là, Éric de Horter, si on voyait d'abord ce qui se passe aux Courmettes. Exactement, il y a une brochure qui recense un petit peu tout ce qui se passe pendant l'année, tous les stages. Automne-hiver 98-99. Oui, c'est par saison. Ouais, c'est pour quand oui, ça change parce qu'on ne peut pas écouter le brame du cerf avec Christian Cali pendant toute l'année. Non, surtout pas au printemps. Autre chose? Si je vous parle du village à flanc de colline qui écoute le soleil. Non, c'est pas de Victor Hugo, ce sont les mots du berger Bruno Gabelier. Ah oui? Oui, il a édité, on l'a même invité en Scandinavie pour présenter ses poèmes. Avec des beaux dessins aussi, de Daniel Baudot-Laxine. N'oublions pas tout de même qu'ici nous sommes au cœur de cet espace nouvellement nommé Alpes d'Azur. Alors il existe justement un livre qui recense tout ce qui a été écrit sur les Alpes d'Azur. C'est à la documentation française, quelque chose de très technique tout de même. Et puis on ne va pas se quitter sans parler du patrimoine. Alors 2 livres. D'abord les façades peintes des Alpes-Maritimes. Ça reprend un petit peu toutes les techniques de construction traditionnelles et puis les peintures bien sûr. Ouais. C'est assez général.